Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 52e numéro d'Entre nous soit dit. Nous allons, à l'occasion de ce numéro, revenir sur une période très importante de l'histoire de France, pourrait-on dire, l'année qui a précédé l'élection présidentielle et au cours de laquelle, je le dis sans hésiter une seconde, un drame s'est noué. Le drame qui est celui du destin, c'est-à-dire que la France a choisi celui ou celle, à l'époque on ne savait pas, qui allait devenir président de la République. Et aujourd'hui, à l'occasion de la parution d'un ouvrage fort important, nous avons la chance d'accueillir Yvan Rioufol. Bonjour Yvan. Bonjour Claude. Donc vous venez de publier aux éditions de Passy un ouvrage intitulé « Où va la France ?» Je le présente à la caméra. Et cet ouvrage a une particularité, c'est qu'il est votre bloc-notes, celui que vous publiez chaque semaine dans le Figaro, le vendredi, le bloc-notes de la présidentielle de juin 2006 à juin 2007, c'est-à-dire très exactement l'année qui a précédé l'élection présidentielle. Alors, je le disais en commençant, quand j'ai reçu votre livre, je me suis dit que ce serait évidemment très intéressant de le relire, mais dans mon esprit, dans mon idée, j'avais un excellent souvenir, et qui n'a pas changé, rassurez-vous, mais un souvenir que je croyais très précis de cette période. Or, j'ai relu vos éditoriaux de votre bloc-notes dans la foulée et je me suis aperçu du caractère dramatique qu'ils avaient. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur politique ou autre, c'est réellement l'histoire en marche. Donc, de ce point de vue-là, c'est une expérience très intéressante et il est, d'un point de vue purement littéraire et politique et historique, c'est probablement une épreuve redoutable parce que il n'est pas certain que si chacun d'entre nous qui écrivons des articles se soumettait à cette même épreuve, le résultat serait forcément dramatique au sens propre du terme, c'est-à-dire carrément théâtral. Donc, heureuse initiative. Merci Claude. Voilà, ravi d'avoir pu la relire. Et donc, vous avez vu même l'occasion de vous relire, donc avant de publier. Quel est le premier sentiment que vous avez éprouvé ? D'abord, on a toujours la crainte, en se relisant, de s'être trompé. Et le premier sentiment que j'ai eu, c'est de ne pas m'être trompé. Pas trop m'être trompé. C'est-à-dire que j'ai quand même, je ne triche pas, naturellement, rien échangé des bloc-notes, bien entendu. Et donc, il y a parfois des analyses, par exemple, sur le Front National, où jusqu'à la fin, je me pose la question, je ne suis pas le seul, de savoir si vraiment le Front National ne va pas encore émerger à nouveau. Là, on se rend compte que cette analyse-là est fausse. Pour le reste, à la relecture, c'est vrai que c'est assez amusant, parce que ce qui m'a frappé, en tout cas moi, c'est l'improvisation continuelle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, et à droite et à gauche, et ils sont quand même, c'est vrai, plus à gauche qu'à droite, les hommes politiques, enfin Ségolène Royal en l'occurrence, c'est celle qui, au bout du compte, ramasse la mise, ne sait pas du tout où elle va, ne sait pas du tout ce qu'elle va dire, et que Nicolas Sarkozy lui-même est encore dans des propos convenus jusqu'à presque à l'échéance, enfin en tout cas en janvier, février, il récite en fait les propos convenus d'un homme politique qui ne sait plus trop non plus où il est. Donc on voit bien là que et les uns et les autres qui ont pourtant un langage un peu libéré, si je puis dire, par rapport à l'habitude politique que l'on avait eu à connaître, n'osent pas dire les choses. C'est un peu ça ce qui m'a frappé, et n'osent pas vraiment se mettre à l'écoute des Français, alors qu'eux-mêmes, malgré tout, se disent à l'écoute du pays réel. Et on voit bien que cela ne s'enclenche, mais on en reparlera peut-être, qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy trouve le déclic de cette question identitaire qui, pour moi, est au cœur de la campagne présidentielle et le fait gagner. Quand on entend dire que c'est le pouvoir d'achat qui a fait gagner Sarkozy, on se rend compte, en tout cas tel que moi j'ai vécu et tel que j'ai relaté au jour le jour, si je puis dire, et naturellement sans perspective, parce que j'étais moi aussi le nez sur le guidon, on se rend compte que le politique du pouvoir d'achat n'effleure pas, enfin elle est là comme beaucoup d'autres difficultés quotidiennes que partageaient les Français, mais que c'est bien cette grande crise existentielle dont je parle par ailleurs, c'est vrai que c'était également quelque chose qui me touche, mais qui apparaît aussi dans les discours politiques. Et c'est assez drôle, c'est que je crois que c'est en début janvier 2007, je fais un bloc-notes pour dire il est quand même ahurissant que nous sommes qu'à quelques mois de l'échéance présidentielle. La question identitaire n'est toujours pas évoquée dans les discours des hommes politiques. Et précisément, 15 jours après, je crois, il y a le grand discours de Sarkozy sur la question identitaire, alors qui avait déjà été évoqué vaguement
5 mois auparavant sur la question sur laquelle il avait fait ressortir la fierté d'être français. Enfin, ça s'était arrêté là. Et immédiatement après qu'il ait posé cette question de la question identitaire, on le voit décoller et on voit le Front National effectivement s'effondrer. Donc la clé est bien là. Donc il a visé juste, il a fait un bon diagnostic sur le tard. Et puis la question de savoir maintenant, naturellement, s'il a appliqué celui-là. Alors, effectivement, quand on relit ces articles, on est frappé d'une impression curieuse que dans mon esprit, vous aviez soutenu assez fermement et assez clairement la candidature de Nicolas Sarkozy. Alors, je ne dis pas que vous avez fait le contraire, mais en vous relisant, on s'aperçoit que vous êtes finalement extrêmement réticent, non pas vis-à-vis tellement de lui-même ni de sa campagne, mais vis-à-vis des engagements qu'il prend ou ne prend pas. Ça, c'est quelque chose qui m'avait moins frappé lorsque vous aviez dit à la semaine. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, vous avez fort bien, et probablement rare parmi les observateurs politiques, ciblé le moment où les choses se sont faites. Il y a eu début janvier son grand discours de la porte de Versailles, et puis au mois de mars, le discours de Caen, si je me souviens bien, où là, effectivement, comme vous venez de l'expliquer, il prend en compte la question identitaire, et il y a une chose qui n'est pas dite dans votre ouvrage parce qu'il ne l'a révélé qu'après, c'est qu'au fond, on l'a su par les confidences, son idée était très simple, si on prend les électeurs du Front National, on passe, sinon on ne passe pas. Et d'ailleurs, vous ne vous y étiez pas trompé, puisque peu de temps avant, vous disiez que finalement Le Pen pouvait quand même envisager, on était loin évidemment de l'arrivée, mais on pouvait envisager d'être au deuxième tour. Et donc Sarkozy a non seulement bien joué le coup, mais il l'a joué de manière parfaitement consciente et organisée. Et c'est probablement à la fois le succès et les raisons qui peuvent faire craindre un échec. Oui, et c'est vrai que, donc effectivement, je soulignais ça dès cette époque-là, et la question que l'on se pose, et que je pose dans l'introduction, parce que je fais une petite introduction pour replacer tout ça, c'est de se dire si vraiment Nicolas Sarkozy est bien fidèle à cette image qu'il a donnée de lui à l'époque, voire même, est-ce qu'il aime cette image-là? Et la réponse est non. On voit bien que Sarkozy a effectivement, pour des raisons tactiques, ouvert la droite aux questions qui étaient jusqu'alors réservées à l'extrême droite, mais pour autant il ne se reconnaît pas dans cet électorat qui a voté pour lui, et d'ailleurs cet électorat lui rend bien, puisque aujourd'hui il s'en détache, sans pour autant être retourné vers le Front National. Donc il y a quand même aussi là une grande interrogation, et surtout une grande habileté de sa part, mais une grande interrogation effectivement, parce que les Français continuent à lui faire confiance, c'est vrai. Donc voilà, tout ça est à analyser. Ils continuent à lui faire confiance dans la mesure où ils n'ont pas rejoint, alors qu'il aurait pu y avoir des éléments pour le faire, n'ont pas rejoint l'extrême droite. Disons que la droite traditionnelle tient bien, puisqu'il a pas loin de 80%, je crois, dans ces milieux-là. En revanche, sa cote s'est effondrée ailleurs. Ceux qui lui ont permis de devenir président de la République, pour la plupart, ne sont plus là, sauf le noyau dur, c'est-à-dire, en gros, les personnes qui votaient UMP, plus les retraités, pourrait-on dire, les personnes inactives, et probablement une partie des fonctionnaires, mais peut-être pas tous. Et ceux qui l'ont manifestement déserté, ce sont les jeunes actifs qui, eux, ne croient pas à ses promesses et à sa rupture. Et au bout du compte, ce qui ressort, si vous voulez, quand vous relisez ces un an de campagne, c'est dans le fond le manque de conviction. Enfin, il est flagrant de la part de Ségolène Royal, parce que là on voit bien qu'elle improvise régulièrement, mais ça, tout le monde l'avait vu, mais également de la part de Nicolas Sarkozy. Pourtant c'était moins évident, parce qu'il a eu le courage de dire les choses, il avait un discours très structuré, mais en même temps on ressent bien, même dans l'immédiateté de ces déclarations, qu'il n'y croit pas trop. D'ailleurs les discours ne sont pas de lui, ils sont écrits par Guénaud en général, etc. Et donc il se laisse aller à cette facilité-là de coller à une attente des gens, une attente des Français qui n'est pas totalement la sienne. Et d'ailleurs, il l'a reprouvé encore récemment en disant en parlant des sans-papiers récemment, en disant que son cœur était à gauche, et on a bien vu que toute sa politique dès son élection a été de s'ouvrir précisément à la gauche, et de retomber dans le travers qu'il dénonçait, c'est-à-dire de cette droite honteuse dont on pensait, en votant pour lui, qu'on s'en débarrasserait, parce c'est elle qui avait obligé, si je puis dire, à ce piétinement perpétuel depuis 30 ans avec ses noms. Enfin, cela dit,
on en parlera de son bilan, son bilan n'est pas négatif pour autant. Même si je sais que vous êtes beaucoup plus sévère que moi sur lui. Je le suis pour des raisons qui ne tiennent pas à une hostilité préconçue, ni à un esprit malveillant systématique, mais parce que j'ai eu une analyse depuis le début d'ailleurs, je l'ai dit et écrit, donc on peut vérifier que je n'ai pas changé d'avis à ce point de vue-là. Si j'avais eu les raisons de le faire, je l'aurais fait, évidemment. Je n'en fais pas un problème personnel. Mais depuis le début, et avant même le début, connaissant quand même la carrière de Nicolas Sarkozy, sa façon d'apprécier les choses et sa façon de se comporter, je n'ai jamais cru à sa sincérité. Donc, les circonstances sont si difficiles, et vous le dites vous-même dans les articles, qu'il faut une foi vraiment chevillée au corps pour faire des changements, de vrais changements, une vraie rupture. Et vous prenez l'exemple de ces think tanks américains ou britanniques qui ont préparé l'avenue de Reagan et de Thatcher. Et effectivement, et après, dites-vous, il faut du courage. Donc ça fait beaucoup de conditions à remplir, et toutes ces conditions, à mon avis, n'étaient pas remplies. Ce sont donc les raisons pour lesquelles j'ai émis dès le début de grandes réserves, tout en votant pour Sarkozy naturellement et en recommandant à mes amis de faire autant. Mais je ne croyais pas qu'il y arriverait, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous écrivez « il est le seul à pouvoir faire des réformes », je me dis que vous avez à la fois raison et tort. Vous avez raison dans la mesure où il a le pouvoir, et en effet, qui peut faire des réformes sinon lui? Et d'autre part, ma conviction, mais j'espère me tromper, qu'il n'est ni désireux, ni capable de les faire. C'est pour ça que je crois, mais c'est une opinion qui n'engage que moi, que nous allons vers une situation extraordinairement difficile, au cours de laquelle les Français vont à nouveau traverser une période dramatique. Et c'est pour ça que j'avais utilisé le mot de dramatique à propos de la suite de vos articles, car un drame est en train de se nouer. Alors, moi, je suis moins pessimiste que vous, malgré tout. D'abord parce que j'espère que vous aurez raison. Il a démontré, non, je ne sais pas du tout, mais enfin, il a démontré qu'il était habile, malgré tout, et donc ça compte quand même dans la politique. Il arrive à changer d'avis aussi. C'est également une vertu, malgré tout. Et puis, si vous regardez son bilan, un bilan rapide, ce n'est que d'un an, mais malgré tout, on voit bien que même s'il use et il abuse du pouvoir du verbe, plus que du pouvoir de l'action, on est bien d'accord avec ça, mais il a quand même réussi à changer les mentalités des Français. Ça se ressent dans toutes les conversations. On voit bien que les Français aujourd'hui sont ouverts à des changements qu'ils n'auraient pas acceptés il y a peu. Regardez la déroute des syndicats, par exemple. Et là, il a quand même marqué des victoires que je trouve considérables, qui d'ailleurs sont assez peu évoquées dans la presse. D'abord contre les syndicats des enseignants, en les ayant malmenés, même en les ayant provoqués. Parce qu'on lui reproche de provoquer les syndicats, mais n'empêche que ça marche. Sur les syndicats d'enseignants, rappelez-vous, on entendait Askiri qui disait si on franchit la ligne rouge concernant le service minimum dans les écoles primaires, on verra ce qu'on verra. Il a franchi la ligne rouge, et on n'a rien vu. Le même schéma, la même stratégie a été reprise avec les syndicats qui avaient les syndicats de salariés qui avaient annoncé qu'ils feraient des manifestations avec 1 million de personnes. On a vu qu'il n'en était rien. Et donc il a quand même réussi, malgré tout, à montrer que tous ces syndicats-là n'étaient que des tigres de papier, si je puis dire, qui n'étaient pas, en tout cas, pas soutenus par l'opinion, et sans doute pas non plus par les salariés, à l'évidence. Et donc il y a quand même là une grande victoire réformiste, et qui s'ajoute quand même aussi, malgré tout, à ce qu'il a pu entreprendre sur la réforme de l'université. C'est à mi-chemin, mais c'est quand même fait. La réforme des retraites, le service minimum, la baisse du chômage. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments positifs qui font penser que cet homme-là peut encore se corriger. C'est en fait ce que je mets dans l'introduction. C'est que je continue. Moi, je l'ai soutenu, bien entendu. Je l'ai soutenu avec critique, mais je l'ai soutenu, c'est vrai. Je l'ai soutenu d'autant plus, d'ailleurs, que je ne supportais pas la manière dont il était attaqué dès l'époque de la campagne. Rappelez-vous, on lui reprochait dès à ce moment-là son côté bling-bling, nonchalant, etc., provocateur. Mais ces critiques étaient déjà à l'époque faites pour masquer la grande vacuité des propositions du socialiste, en l'occurrence. Donc, si je l'ai défendu pour la vision réformiste qu'il avait, je l'ai défendu parce que je ne supportais pas, je ne comprenais pas les attaques dont il était l'objet. Et puis je continue malgré tout à le défendre en étant critique, bien entendu, je ne me cache pas du tout, je ne prends pas de précautions pour dire qu'il ne croit pas toujours à ce qu'il dit, mais je pense qu'il a encore cette énergie pour faire changer la France. Alors c'est là où nous divergeons sans doute, mais
Et en plus, c'est l'avenir qui tranchera. Oui, de toute façon, nous serons départagés par l'histoire et par l'histoire immédiate. Mais ce raisonnement que je défends n'est pas fondé sur un déni des réformes que vous venez d'évoquer, qui sont incontestables, qui dans une période ordinaire, dans une période normale, auraient été suffisantes probablement. Elles sont assez substantielles pour qu'on puisse considérer qu'il s'agit d'une période réformiste et d'une politique réformiste. Mais la situation de la France est telle que ces réformes, à mon avis, non seulement ne suffisent pas, mais sont dramatiquement insuffisantes, et je crains, effectivement, et je crains avec certitude que nous allions vers une crise majeure, qui sera due d'ailleurs en grande partie à des événements extérieurs. Il ne faut pas les nier. Bon, la crise, oui, parce qu'il est pour rien, il est pour rien, strictement pour rien, sauf sur un point, il faut quand même le reconnaître, un chef d'État, un homme d'État, doit savoir quelle est sa marge de sécurité. Donc, même si on ne pouvait pas prévoir la crise des subprimes, ni la hausse, encore que la hausse des matières premières et du pétrole, c'était plus prévisible que le reste. Mais il aurait dû se dire, je suis à la tête d'un État, peut-être pas en faillite, comme le disait M. Fillon, mais en tout cas d'un État très menacé de faillite, parce que nous sommes très endettés et que nous avons besoin d'argent en permanence, il faut que je me donne des marges de manœuvre. Ça, il ne l'a pas fait, il a été imprudent, et du coup, il va prendre de plein fouet, à mon avis, la suite de la crise que d'ailleurs annonce votre collègue Yves de Kerdrel ce matin dans le Figaro, et sans grand risque, hélas, je crains de se tromper. Alors, cela étant dit, le point majeur, me semble-t-il, de vos analyses, c'est le fait, au-delà des personnes et de l'action politique de tel ou tel, Nicolas Sarkozy en l'occurrence, il y a en France, à l'œuvre actuellement, une révolution conservatrice, qui se marque en effet par le recul de toute une série de positions antédiluviennes, comme celle des syndicats ou celle d'autres éditorialistes qui radotent, etc. Mais je pense que nous ne sommes qu'à la première vague. Je me demande si au fond nous n'allons pas vers une deuxième vague, ou un deuxième séisme, comme on voudra, qui va cette fois-ci vraiment ébranler les colonnes du temple. Est-ce que vous sentez venir cela, ou est-ce que ça vous paraît vraiment bloqué? Parce que je termine sur cet aspect des choses que vous aviez évoquées en citant le rapport des préfets de 2004, vous vous en souvenez, qui disait les gens ne croient plus en rien. La campagne électorale a démontré le contraire, 84% de participation, et tout d'un coup, aujourd'hui, on a le sentiment que les gens, de nouveau, ne croient plus en rien. Alors, est-ce que c'est une attente envers quelque chose, ou est-ce que c'est un enterrement? Moi, je pense que cette révolution conservatrice, dont j'ai analysé la survenue il y a très longtemps, pour moi, je l'ai datée des années 82, enfin, oui. Pardon, de 2001-2002. Elle était arrivée dans les années 80 aux États-Unis. Naturellement, n'est pas terminée. On en est effectivement qu'à ses prémices. Et je pense d'ailleurs, entre parenthèses, qu'elle n'est pas non plus terminée aux États-Unis, malgré ce que l'on entend dire en disant que Obama ceci, Obama cela, Obama est en train de mettre un terme à cette révolution néo-conservatrice. Moi, personnellement, mon sentiment est que même de ce côté-là, même du côté d'Obama, on voit bien à ses prises de position que contre l'avortement, pour la peine de mort des mineurs, etc. Sur l'Irak, sur la présidence, on voit bien qu'il a bien vu que cette exigence de valeur pour aller vite du côté américain est toujours présente. En France, cette prise de conscience n'affleure pas encore dans tous les discours politiques. On en est encore à essayer de tirer des lauriers à la politique du grand mélangisme, à dénigrer ce que peut représenter la nation, etc. Enfin bon, toutes les valeurs du mérite et tout ça. Ce n'est pas encore arrivé à être défendu très clairement dans les discours politiques. Et je pense qu'effectivement, c'est très profondément ancré, en revanche, dans les désirs des gens. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est de voir, pour prendre un exemple, pour illustrer ce que je veux dire, à quel point la gauche est décontenancée aujourd'hui, de voir que c'est la gauche qui a soutenu Ingrid Betancourt dans son combat. Ingrid Betancourt figure elle-même de la gauche un peu bobo, enfin bon, de la gauche internationale, et qui arrive, étant libérée, à elle-même se faire le chantre de la défense de sa nation, de sa patrie. On la voit faire le salut militaire, de l'armée, et naturellement d'afficher cette grande dévotion cette grande piété, en remerciant d'abord Dieu, avant de remercier même la Colombie, en remerciant la Vierge. Elle va aller à Lourdes, elle va aller voir le pape, etc. Elle se fait filmer, aller allant prier. Et
Et on voit bien qu'elle-même, si je puis dire, est en train de représenter, dans le fond, alors d'une manière peut-être un peu extravagante, mais ce qui parcourt quand même le reste de la société. Et là où Sarkozy est très, très fin, c'est qu'il a bien ressenti ce besoin, notamment de spiritualité, qui fait partie de cette révolution conservatrice, avec ses discours qui ont été très controversés sur la place que devait avoir le curé par rapport à l'instituteur. Et donc, alors évidemment, c'est difficilement mesurable, mais ce sont des choses que l'on pressent, et de la même manière que l'on pressent bien que cette grande vision qu'avait eue l'Europe de faire une Europe supranationale qui dépassait les nations, qui était elle-même un concept qui avait fait son temps, disait-on, est en train non seulement de revenir dans la figure de l'Europe, ce qui est une évidence, mais d'obliger même aujourd'hui Nicolas Sarkozy à considérer qu'effectivement il faut revenir à des précautions de protection de souveraineté, enfin ce que disent les gens. Et donc tout ça fait également partie de la révolution conservatrice, qui est en fait une révolution qui s'attache à la famille, à la nation, à la souveraineté, à l'identité des gens, à leur culture, à leur protection. Il y a d'ailleurs eu un événement très intéressant que tout le monde a suivi, c'est l'Euro de football. Il suffisait de se porter sur son écran de télévision au début des matchs pour s'apercevoir de la ferveur au moment des hymnes nationaux. Alors, si les nations ont disparu, il faut croire qu'elles se sont réfugiées dans le football. Oui. Et là, c'est un peu déprimant qu'elles se soient réfugiées que là, mais, oui. Mais je pense que on en est encore qu'à des prémices, me semble-t-il, sur cette révolution conservatrice. Alors, il se trouve que nous sommes quand même à une phase très difficile du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La première année a passé, avec des succès, des échecs, et avec, d'une façon générale, quand même une perte de crédibilité auprès d'un certain nombre d'électeurs. Et puis, maintenant, c'est l'époque du deuxième souffle, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un quinquennat. Alors, ensuite, Chirac n'a pas eu de problème, c'était l'immobilisme du début à la fin. Là, on n'a pas besoin de changer. Mais dans le cas de Sarkozy, où c'est l'activisme permanent, ça devient très difficile. Et là, actuellement, il est en train, me semble-t-il, de perdre un tout petit peu pied dans la mesure où il multiplie les signaux contradictoires. On a eu récemment deux attitudes. Là, je vais me fier à une source sûre, celle du Figaro. Yves de Carrel, que j'ai déjà cité, a écrit l'éditorial du Figaro, c'était, si je me souviens, un vendredi de la semaine, non pas, oui, c'était peut-être vendredi de la semaine dernière, où il citait une phrase qu'avait prononcée Nicolas Sarkozy en recevant les membres de la commission Attali, dont Yves de Carrel faisait partie, et disant il faut quand même être très attentif au fait que pour la première fois depuis plus de 20 ans, les Français ne mangent pas autant de viande qu'ils le souhaiteraient. Dit Sarkozy, c'est cité entre guillemets. Et le lendemain, rendant compte de la réunion que Nicolas Sarkozy a tenue avec l'UMP, le Figaro le cite en disant « mais on me dit que je n'ai pas de chance, mais je suis quand même président. On me dit que je n'ai pas de chance, mais je suis quand même président de l'Europe. Alors qu'est-ce que ce sera le jour où j'aurai de la chance ?» Mais c'est complètement fou, quoi. Je veux dire, mettre d'un côté, donc il est lucide, il se voit bien que les Français ont du mal avec leur pouvoir d'achat, et de l'autre côté, il dit « mais pour moi ça va bien ». Donc c'est complètement contre-productif. Et là encore, je ne suis pas allé chercher mes sources dans un journal d'opposition. Donc c'est quand même assez contradictoire, vous ne trouvez pas? C'est sa contradiction même, et que je fais ressortir aussi dans ce livre-là, c'est qu'il a une capacité à dire les choses. C'est un avocat, il vit dans le verbe permanent, dans le pouvoir du verbe. Il a un talent inouï pour dire des choses que les Français veulent entendre. Mais pour lui, je veux dire, son diagnostic s'arrête à la formulation à l'expression du diagnostic. Et ça ne suit pas du tout, pour le reste. Et on pourrait multiplier les exemples de ce point de vue, mais par exemple sur la question identitaire, elle est tout à fait flagrante de la manière dont il gère, par exemple, l'immigration, enfin on en parlera peut-être plus tard, mais ou d'autres dossiers économiques où effectivement il est le premier à dire qu'il faut aller au-delà des tabous. Et il est le premier à maintenir ces tabous, notamment, souvenez-vous, pour les 35 heures, quand Patrick Devedjian avait osé dire qu'il fallait carrément déboulonner les 35 heures, immédiatement il était monté au front à travers un de ses ministres les plus proches, Xavier Bertrand, pour dire que non, pas du tout, il fallait conserver les 35 heures, pour ensuite revenir d'ailleurs et pour essayer, au bout du compte, de contourner ces 35 heures-là, en suivant, malgré tout, la pression de l'UMP.
Et on peut multiplier ça sur l'impôt sur les grandes fortunes, il n'est pas voulu revenir là-dessus non plus. Sur le monopole de la sécurité sociale qui vous est cher, il ne veut pas non plus. Il y a toute une série de dossiers qui à l'évidence, mériteraient des réflexions de réforme en profondeur. Ne serait-ce qu'en tenant compte de ce qu'il a dit lui-même sur le diagnostic de la société française, qui pousse à casser des tabous et à regarder ailleurs. Et or, lui-même, après avoir fait ce diagnostic-là, est le premier à éviter d'aller trop loin dans les réformes. Donc ça, c'est sa contradiction interne. C'est pour ça qu'il me fait dire qu'il n'est pas bardé de conviction et qu'il ne pense pas ce qu'il dit, pour être clair. Alors effectivement, je pense que nous nous accordons au moins, même si nous sommes largement d'accord sur beaucoup de choses, mais sur le plan du diagnostic politique proprement dit, il n'empêche que nous ne pouvons pas nous contenter, à l'heure où nous sommes, de simples satisfecits plus ou moins superficiels ou de propos gratifiants. Je pense que nous sommes vraiment en France dans une position extrêmement difficile et je ne pense pas que nous allons pouvoir faire longtemps l'économie d'avoir à nous affronter avec les difficultés, car comme le dit quelqu'un qui n'est pas de nos idées en général, l'inconvénient avec l'avenir, c'est qu'il arrive à se réaliser. Donc nous allons vivre effectivement dans les semaines et les mois qui viennent la réalisation d'un certain nombre de facteurs qui vont probablement nous amener à prendre des positions assez difficiles, et notamment pour le gouvernement. Donc nous allons, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, reprendre un peu de souffle, parce qu'après tout, ça nous allait très vite, et nous marquons une brève pause technique. À tout de suite. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Yvan Rioufol. Yvan Rioufol qui vient de publier aux éditions de Passy un ouvrage intitulé Où va la France? Je vous le présente et je vous le recommande très vivement, car il s'agit des chroniques qu'Yvan Rioufol a données au Figaro dans son bloc-notes hebdomadaire entre juin 2006 et juin 2007. Et c'est une lecture qui vous permettra d'être plus apte, me semble-t-il, même si vous avez lu et vous êtes un fidèle lecteur d'Yvan Rioufol, à juger, parce qu'il y a une contraction des événements, à juger des événements qui se préparent et qui vont se dérouler, comme je le disais, à la fin de la première partie de notre émission. Alors Yvan Rioufol, de nombreux événements illustrent actuellement et vont illustrer la scène internationale. Bon, nous avons tout d'abord... il s'est déroulé une conférence à Cannes sur l'immigration. Nous allons avoir, la présidence française de l'Union a commencé depuis quelques jours. Il y a eu, peut-être qu'on pourrait en parler aussi, un voyage intéressant qu'a fait le président de la République en Israël, où il s'est manifestement bien sorti d'une difficulté rare. Et puis, il va y avoir dans quelques jours la conférence sur l'Union pour la Méditerranée, la présence contestée d'un certain nombre de chefs d'État arabes non seulement à la conférence, mais aussi au défilé du 14 juillet, enfin bref, beaucoup d'événements. Et de ce point de vue-là, on a l'impression d'un véritable maelstrom. Est-ce que vous ressentez ce sentiment Oui, aussi? il y a c'est vrai qu'on voit tous ces événements de manière un peu désordonnée, et je pense que ce désordre-là explique d'ailleurs le titre que j'ai donné à ce livre, c'est Où va la France? La question n'a pas été posée, c'est ma conclusion dans le fond de la relecture de ces un an de bloc-notes, c'est qu'on se rend compte que non seulement si le diagnostic a été posé ponctuellement, il n'y a pas de vue d'ensemble. Et c'est vrai que vous faisiez remarquer jusqu'alors que les grands réformateurs comme Reagan ou Thatcher avaient été alimentés eux-mêmes par des réflexions de think tanks extérieurs, et souvent des think tanks des organisations privées. Là, cette réflexion-là manque. Il n'y a pas de tuteur à la réflexion des uns et des autres. En l'occurrence, ce n'est pas simplement de Sarkozy, mais également de la gauche. Et donc, et sur Sarkozy, on a toujours ce sentiment d'une certaine improvisation ou d'initiatives qu'il prendrait comme ça d'une manière presque révélée d'un seul coup, notamment par exemple cette idée de réforme du service de l'audiovisuel qu'il a sorti comme un lapin d'un chapeau, sans même se préoccuper de savoir comment on pouvait les financer. Bon, tout ça est un peu déroutant. Sur les grands dossiers internationaux, ça l'est encore plus, parce qu'il faut bien savoir quand même où on se situe. Est-ce qu'on est dans le camp, dans quel camp sommes-nous? Jusqu'alors, la France était très plus qu'ambiguë, naturellement, ne serait-ce que à travers sa politique arabe et malgré tout anti-israélienne, pour dire les choses, et anti-américaine, pour être encore plus précise. Donc il semblerait que
là, il se soit dégagé de cette politique critiquable à de nombreux points de vue, surtout avec le raidissement des blocs de civilisation, si je puis dire. Mais c'est vrai que d'un autre côté, le voyant invité aujourd'hui à Faz el-Assad ou le président algérien, on se demande où il veut en venir. Est-ce qu'il veut pas, il y a toujours cette ambiguïté de vouloir faire une chose et son contraire. Alors, il est trop tôt pour parler de cette union de la Méditerranée. Moi, je suis un peu réticent dans la mesure où, ayant vu à quel point la précédente initiative avait échoué, de Lisbonne avait échoué, je suis un peu dubitatif sur la manière dont, enfin, je comprends bien qu'il faille que l'Occident parle naturellement avec les voisins d'outre-Méditerranée, naturellement, c'est une évidence. Mais jusqu'à présent, ces dialogues ont toujours été des monologues et il y a toujours eu une obligation pour l'Europe de se croire obligée de donner davantage qu'elle ne recevait. Donc c'était un peu ça, il y a toujours eu un grand déséquilibre dans les dialogues et dans les concessions. Donc j'ai peur qu'on revienne un petit peu à cela, à moins qu'il n'arrive, et c'est possible, alors là on le verra dès lundi, qu'il n'arrive en faisant se rassembler tous ces chefs d'État du pourtour méditerranéen, et dont le chef de l'État israélien, naturellement, à faire se rejoindre, et alors là ce serait naturellement une grande victoire diplomatique pour lui, à faire se rejoindre ces inconciliables, et c'est une situation qu'aurait rêvé de présider le président Bush, et donc si lui arrive, et le président syrien semble vouloir lui donner gage de cela, ce matin dans le Figaro, s'il arrive à se présenter comme étant un des arbitres avec les États-Unis de cette paix possible entre Israël. Il faut être évidemment très prudent parce qu'on a eu tellement d'espoirs qui ont été déçus. Enfin, cette paix possible déjà entre Israël et la Syrie. Et naturellement, ne serait-ce que pour ça, cette union méditerranéenne aurait toutes les vertus. Mais il n'empêche que, dans le même ordre d'idées, le voyage qu'il a effectué, je le disais tout à l'heure, en Israël et dans les territoires palestiniens a été quand même un succès, et même un vrai succès dans la mesure où il n'a pratiquement suscité aucune opposition. Bon, la position qu'il a prise est finalement une position, je dirais, de sagesse. Mais là, c'est la même chose. Oui, il a le pouvoir du verbe avec lui. Il sait dire les choses. Et là, il a su parler comme il fallait parler aux uns et aux autres. Mais quand vous regardez au bout du compte la politique qu'il a suivie, le résultat qu'il a suivi, c'est en fait le résultat qu'avaient suivi ses prédécesseurs. Exactement. Donc, c'était en fait aussi l'application de la politique arabe. Sauf qu'il a une habileté suprême à avoir fait en sorte qu'il s'est montré, et ce qu'il est d'ailleurs très franchement, comme étant un ami du peuple, de la nation israélienne. Et donc ça a suffi à faire passer le reste, et notamment le fait qu'il ait demandé lui-même à ce que Jérusalem soit divisée entre deux capitales, une capitale pour les Israéliens, une capitale pour les Palestiniens, alors même Obama ne demande Israël que pour une capitale unique pour les Israéliens. Donc on est quand même très loin des exigences israéliennes, et malgré tout il a réussi à... Il est vrai que la France ne pèse pas du même poids que les États-Unis dans la solution à venir. Non, mais il faut lui reconnaître ce don dont il use et peut-être dont il abuse de savoir convaincre et de savoir créer l'événement à travers les discours. Alors, le début de la présidence européenne a été marqué quand même par un événement assez fâcheux pour lui, enfin pour Sarkozy, dans la mesure où il a été le principal promoteur, plus dans les mots d'ailleurs que dans les faits, parce que Mme Merkel avait largement effectué une part de travail du traité dit simplifié, qui, quand on le lit, n'est pas si simplifié que cela, mais le nom irlandais est venu évidemment jeter un éclat glacial dans cette joie qu'on s'apprêtait à célébrer, et finalement, ça n'est jamais que dans la droite ligne de ce que vous aviez écrit depuis des années, à savoir que les noms français, néerlandais et maintenant le nom irlandais s'inscrivent dans volonté des peuples d'être respectés, de ne plus voir une Europe qui se développe de manière incontrôlée. Donc il n'y a pas de changement finalement, on en est toujours là. On en est toujours là. Et encore, c'est encore d'ailleurs le même diagnostic qu'on peut faire à ce propos, et aussi, c'est-à-dire que là encore, Nicolas Sarkozy, qui était un whist, pour reprendre les expressions de Naguère. Comme sa concurrente d'ailleurs. Comme sa concurrente, oui. Avait tout de même, semble-t-il, bien analysé le réflexe des nonistes, qui était de dire on veut la protection de notre souveraineté, d'abord on veut la réhabilitation de la nation, on veut la protection de notre souveraineté, on veut pouvoir faire nos lois, etc. Enfin bon, les choses
qui n'était pas très difficile à comprendre dans le fond, mais on se rend compte que d'abord il n'a pas voulu interpréter cela dans le mini-traité dont il s'est quand même gargarisé d'être un des principaux acteurs. Et donc il a fait quand même ce tour de passe-passe qui pour moi a été une faute politique de faire revoter par le Parlement quelque chose qui avait été refusé par le peuple français. Et donc il y a eu une sorte quand même de petit coup d'État, en tout cas d'une grande indélicatesse démocratique pour le moins. D'autant qu'on se rend compte aujourd'hui que les Irlandais, naturellement, votant pour ce mini-traité dont dont Sarkozy disait qu'il n'avait rien à voir avec le précédent, ont trouvé effectivement les mêmes défauts que ce qu'avaient trouvé les Français et les Hollandais, en le rejetant également. Mais encore une fois, donc on revoit que Sarkozy refait un discours très récemment en disant oui, effectivement, tout ça c'est très mal parti, toute l'Europe s'est mal construite, donc il a son autocritique sur la manière même dont il en travaillait, puisque dans le fond, si elle s'est mal construite, c'était aussi à cause de lui, à cause de ces éléments de construction qui étaient le mini-traité. Et on se dit qu'il va donc en tirer les conclusions et qu'il va donc annoncer que les procédures de ratification du mini-traité sont donc suspendues. Mais non, c'est pour nous dire ensuite que malgré tout, la ratification continue et qu'on va encore continuer à faire ce que les peuples refusent de faire. Et donc il y a cette incohérence, pour donner un mot précis, cette incohérence entre ces diagnostics, pour me répéter, et ces actes. Alors il y a encore, dans le même ordre d'idées, une tribune stupéfiante. Je voudrais dire que je ne cite que le Figaro, ce n'est pas parce que vous êtes là, mais il se trouve que le Figaro a publié beaucoup d'articles très intéressants ces jours-ci, et notamment une tribune, hier, signée par Xavier Bertrand, Jean-Pierre Jouyet, Martin Hirsch, je crois, et deux autres personnes, sur l'Europe, et l'Europe sociale notamment. Et là, j'ai été vraiment sidéré, car M. Jouyet était le directeur de cabinet de Jacques Delors. Et il était directeur adjoint du cabinet de Lionel Jospin, qui a transposé les directives européennes. Et voilà qui nous explique, avec vraiment un ton de faux curé, que l'Europe est très protectrice et surtout des droits acquis. Or, les directives européennes ne visaient pas tout simplement à massacrer les droits acquis, mais au contraire à les rendre réellement acquis, c'est-à-dire à faire en sorte que la protection sociale puisse continuer sur des bases nouvelles. Or, aujourd'hui, on nous explique que finalement, tout ça n'a pas existé. Bon, ils ne vont pas jusqu'à le dire, jusqu'à le nier, mais enfin, c'est une position que n'aurait pas désavoué Jacques Chirac chaque année, quand il se portait sur l'écran ou sur le théâtre où se déroulaient les congrès de la Mutualité française pour dire qu'il était le garant de la protection sociale. Donc, on arrive à un stade où vraiment on se demande comment tout cela va finir, parce que finalement, nous savons très bien que le système social est moribond. S'il n'est maintenu en vie, que c'est vraiment qu'à coup d'injection de milliards régulières. Nous savons que ce système social pèse évidemment dans les déficits généraux. Nous avons 50 milliards chaque année de déficit, et donc qui s'ajoutent à la dette. Bref, là on arrive à un stade où ce ne sont plus des contradictions. Là, ça devient vraiment des problèmes majeurs et de véritables obstacles qui se dressent sur le chemin de la France. Comment pensez-vous qu'on va en sortir de cette situation ? Écoutez, je pense qu'on ne s'en sortira qu'en redonnant la parole au peuple. Il faut d'abord réintégrer le processus démocratique dans toutes ces décisions, parce que le péché originel de tout cela, malgré tout, c'est que c'est une construction qui a été faite par un certain nombre d'experts, mais totalement en dehors des besoins des gens. Cette Union européenne, à quelques points de vue, ressemble un peu à ce qu'a été l'Union soviétique, c'est-à-dire une sorte de grandes machines à vouloir intégrer, à vouloir digérer, à vouloir étouffer. Y compris, pardon de vous interrompre, avec une sorte d'interdiction à l'information libre. Vous citez dans votre livre André Makin, qui dit que finalement l'information en France ressemble étrangement à celle qui Oui, ben c'est-à-dire que en Union soviétique. Dieu merci, on ne connaît pas les goulags et tout ça, mais c'est vrai que le politiquement correct est en soi quand même également une manière d'éreinter les oppositions, les opinions dissidentes aussi. Donc il y a cet étouffement-là. Bon, alors le parallèle ne tient jusqu'à un certain point, mais enfin il y a cette construction quand même étouffante qui est rejetée par les gens. Donc à partir du moment où on ne voit pas,
refuse de voir cet élément essentiel, je ne vois pas très bien comment on peut avancer pour le reste. Sauf effectivement à vouloir faire ce que fait Sarkozy, ce qui me semble être une solution la plus sage, c'est-à-dire de faire aujourd'hui une Europe pragmatique, enfin dans les 6 mois qu'il a de sa présidence, c'est-à-dire une Europe d'abord en dehors du mini-traité, par la force des choses, puisqu'il n'est pas... Donc pour montrer d'ailleurs qu'on peut s'en passer, et puis de faire une Europe sur des grands dossiers qui parlent aux gens. Alors là, je pense qu'il va essayer de faire un coup, si je puis dire, dans les 6 mois qui viennent avec le dossier sur l'immigration. Il a beaucoup d'éléments qui font qu'il pourrait effectivement convaincre que l'Europe, ce n'est pas simplement ce monstre technocratique, mais pourrait être également cet organe de protection que demandent naturellement les nations et qui veulent se reconnaître aussi dans un sentiment européen. Je ne pense pas que les noms irlandais et les autres soient des refus d'Europe, c'est des refus de technostructure, mais ce n'est pas des refus d'Europe. Et donc peut-être arrivera-t-il avec ce dossier sur l'immigration à prouver que l'Europe peut aider à cela. Mais j'en suis en même temps un peu sceptique dans la mesure où sur ces dossiers très compliqués en plus sur l'immigration où il y a beaucoup d'interdits et beaucoup de conformisme et combien l'Europe, les dirigeants européens me paraissent pas être les plus vaillants pourfendeurs des tabous, pour le moins. Et d'ailleurs on le voit bien dès à présent, je lisais vaguement avant de venir le préambule de ce pacte qui a été proposé à Cannes et qui dit mais l'Europe est une chance, l'immigration est naturellement une chance pour l'Europe, etc. En reprenant donc le grand discours, le grand catéchisme obligé. Je suis d'accord pour dire que l'Europe est une chance. C'est vrai parlant que l'immigration est une chance, mais c'est aussi devenu une malchance si on veut bien regarder aussi les choses. C'est une chance et c'est une malchance. Donc de ne rappeler que le fait que ce soit une chance, on voit bien déjà qu'ils se mettent dans une perspective qui ne va pas au bout des choses. Et on peut imaginer, mais là je fais peut-être un procès d'intention, peut-être se corrigera-t-il, mais on peut imaginer que les grandes questions existentielles qui portent pour l'instant les noms des peuples d'Europe quand on leur parle d'Europe, ne seront pas pris en compte. J'observais que la France venait de lâcher face à l'Espagne qui ne voulait pas que les pays imposent un pacte d'intégration, c'est quand même, et impose notamment que l'on parle la langue du pays d'accueil, c'est quand même bien le minimum, donc on ne voit pas bien comment on va s'en sortir. Alors, les Espagnols ont un peu reculé parce qu'ils voulaient maintenir surtout leur refus du pacte d'intégration sur la régularisation massive. Ils ne voulaient pas se faire désavouer. Mais qu'ils avaient déjà résigné. Dont ils ont déjà fait la critique. Et ils ont dit qu'ils s'étaient trompés en faisant. Cela étant dit, je reste extrêmement sceptique sur les effets pratiques de cette situation, parce que nous savons très bien qu'il rentre, ne serait-ce qu'en France, 350 000 au minimum étrangers chaque année. Ce sont des chiffres officiels, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, et que si l'on y ajoute, il y a eu la commission Mazot a quand même jeté un froid également dans cette affaire en disant si vous voulez faire de l'immigration choisie, de l'immigration de quotas, méfiez-vous parce qu'elle va s'ajouter au reste, puisque le simple bon sens pouvait d'ailleurs indiquer. Donc si vous étendez ce problème à l'ensemble de l'Europe, vous apercevez dans 27 pays, comment va-t-on faire? Bon, il y en a un peu moins dans Schengen. Je crois que le problème de l'immigration n'a pas été clairement posé jusqu'à présent, et je vais peut-être être paradoxal à vos yeux, mais je pense que la solution serait presque, parce que vous ne pouvez pas arrêter une mer qui monte avec vos mains, et donc l'Europe ne pourra pas être une Europe forteresse, je n'y crois pas. Donc les gens rentreront par les portes ou par les fenêtres, et je pense que là, une solution sans doute serait d'envisager de faciliter au contraire les flux et les reflux, si je puis dire, de travailleurs étrangers qui viennent pour travailler, et pourquoi pas, mais simplement en remettant en cause dans ces cas-là les règles d'accueil de ces étrangers, c'est-à-dire de ne pas les forcer à s'installer en Europe, alors qu'eux-mêmes d'ailleurs ne le désirent pas toujours. Mais là, l'Europe forteresse est telle qu'une fois que vous êtes rentré dans cette Europe forteresse, vous avez tout intérêt à ne pas en sortir et donc à faire venir votre famille, etc. Donc peut-être qu'y a-t-il à envisager aujourd'hui une Europe plus ouverte aux flux et aux reflux, si je puis dire, mais avec plus d'audace dans l'acquisition de la nationalité, c'est-à-dire supprimer le droit du sol qui
qui oblige pour l'instant, enfin qui a accepté les gens qui n'ont pas envie d'avoir cette nationalité. Moi, je suis un partisan du droit de la volonté, c'est-à-dire du jus voluntatis, et peut-être de supprimer les recours aux groupements familiaux et toutes ces choses-là, et aussi de supprimer les solidarités sociales qui sont également des produits d'appel, naturellement, pour les gens les plus pauvres. Et donc de laisser la France comme étant protégée dans sa propre identité et accueillant ceux qui veulent bien y venir et se soumettre à ses règles et à sa culture, naturellement, et autrement permettre, au contraire, aux travailleurs venus d'Afrique ou du Maghreb de venir travailler et de repartir au bout de 6 mois, ou des choses de genre-là. Enfin, j'imagine que ce sont des choses qui pourraient être envisageables, mais là, on a une vision trop crispée de l'immigration qui me semble-t-il... Mais pour en revenir à ce problème d'immigration, ce que vous réclamez en quelque sorte, c'est un assouplissement général des règles et le fait de briser certains tabous. C'est bien d'assouplir, c'est-à-dire de concevoir que nous vivons maintenant dans la mondialisation et que la mondialisation, il faut bien l'accepter. On ne peut pas vivre comme étant une forteresse, mais simplement en acceptant de mélanger ces deux impératifs qui est de rester un pays ouvert et en même temps de rester un pays préservé sur sa survie, parce que c'est bien, on parle bien de survie quand on parle d'immigration aujourd'hui. L'immigration massive de peuplement est une immigration qui met en cause la survie de l'Europe et en tout cas la survie de la France, à terme, pas aujourd'hui, mais à l'échéance de 2 ou 3 générations. Et donc, il me semblerait sans doute plus malin de changer totalement la manière de voir l'immigration et de ne plus voir l'immigrant comme étant celui qui pourrait suppléer au déficit démographique de la France, etc. Et de simplement de voir comme étant celui qui pourrait effectivement aider par son travail et à enrichir son pays. Alors, autre dossier, qui n'est pas directement un dossier français, mais qui nous concerne évidemment au premier chef, les élections américaines. Elles auront lieu dans quelques semaines, au mois de novembre, et nous connaissons maintenant le nom des candidats, c'est-à-dire M. Obama et M. McCain. Alors, je dois faire une confidence que aucun de nos auditeurs et téléspectateurs ne va découvrir. Je dois être, peut-être avec vous, le dernier supporter de George Bush. Personnellement, je ne pense pas qu'il ait échoué d'une manière aussi dramatique que certains le disent. Je pense au contraire même que dans ce qui est quand même l'aspect majeur de sa présidence, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak, je pense que ça se jugera sur la durée, que contrairement à ce que disent certains, le terrorisme n'a pas du tout augmenté dans le monde. Il existe en Irak, même s'il se réduit, et que par ailleurs, le renversement d'une dictature abominable est un acte majeur qui restera, je crois, dans les consciences, tant en Occident et beaucoup plus encore au Moyen-Orient et dans les pays musulmans en général. Donc je ne crois absolument pas que George Bush soit imprésentable, même si certains essaient de nous le faire croire. En revanche, il est bien évident que sur ce dossier et sur beaucoup d'autres, alors sur le plan économique, là je serais peut-être un peu plus mesuré, je ne suis pas sûr qu'il ait pris toutes les précautions nécessaires, mais sur un dossier vraiment géoplanétaire, je pense qu'il a fait des choses particulièrement importantes et on jugera les conséquences après. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ou est-ce que vous êtes beaucoup plus critique que je ne le suis? Non, moi sur le fond et sur l'essentiel, je suis comme vous, je suis un de ceux qui ont défendu George Bush parce qu'il a eu le courage de désigner l'ennemi, si je puis dire, l'islamo-fascisme. D'ailleurs, c'est le mot qu'il a employé. Et donc, il a été le seul à employer et à dire les choses. Et j'observe effectivement que son aventure irakienne, alors critiquable pour 1000 raisons après cette victoire militaire remportée en 3 semaines, il y a eu des erreurs monumentales dues notamment à lui-même et à son état-major. Donc ces erreurs, il les porte et il les portera malgré tout devant l'histoire. Mais j'observe aussi qu'il a eu raison de faire cette opération irakienne. Et ce que vous ne voyez pas dans les médias, mais ce qui apparaît maintenant sur les sites internet indépendants, c'est que les Américains sont en train de gagner cette guerre, ont gagné cette guerre. C'est-à-dire que Al-Qaïda prend coup sur... Alors, naturellement, il y a toujours des attentats chaque semaine, mais Al-Qaïda est en train de prendre une déculottée, si je puis dire, mémorable. Je crois qu'il y a à 90% aujourd'hui, les mouvements terroristes sont quasiment éradiqués. Et contrairement à ce que l'on entend, ce n'est pas tellement l'Iran qui a repris influence sur l'Irak, mais l'Irak se défend au contraire d'une indépendance. Alors, encore une fois, on a peu d'éléments d'information, mais il semblerait bien que le dossier irakien,
qui fait changer d'ailleurs d'avis Obama aujourd'hui, puisse être un argument en faveur de McCain, dont on dit pour l'instant qu'il n'a aucune chance de gagner. Moi, j'ai fait un pari sur mon blog, il y a quelques mois de ça, j'ai dit je parie McCain. Alors, bon, naturellement, je m'adressais aux blogueurs, maintenant je m'adresse un peu plus à vos auditeurs aussi, mais je persiste, et donc à soutenir que je parie McCain, parce qu'on n'a pas... Alors, naturellement, si vous voyez les chiffres aujourd'hui, vous vous dites, ce type est fou de parier McCain, parce que McCain, il est quand même très loin derrière, pas loin derrière, mais pas si loin que ça, loin derrière Obama, mais je pense que les événements irakiens risquent de donner raison, d'abord, à McCain, qui de ce point de vue-là, est le total héritier de George Bush, même si sur d'autres points de vue, il veut se débarrasser naturellement de cet héritage, malgré tout un peu pesant, parce que Bush n'est pas même aux États-Unis, n'a pas une cote très importante, mais je pense qu'il il sera porté par l'Irak, il sera porté par cette révolution néoconservatrice, dont moi je pense qu'elle n'a pas terminé sa route, même si quelques observateurs, je voyais par exemple Bernard-Henri Lévy dans Le Point cette semaine, qui disait que tout ça c'est bien terminé, qu'il annonce le règne d'Obama. Je pense qu'il va vite en besogne. Et puis je pense surtout que que les républicains n'ont pas encore sorti les dossiers qu'ils ont sur Obama lui-même et sur sa personnalité, parce que sa personnalité est très attachante. C'est un type remarquablement intelligent, et on est bien d'accord. Ne serait-ce que par son métissage, il porte une modernité qui donne un coup de vieux naturellement à McCain, mais on voit bien par ses palinodies, par la manière qu'il a de changer lui-même sa politique aujourd'hui, de la recentrer, lui qui se présentait comme étant un homme pur de la politique, il se comporte comme le plus médiocre des tacticiens, en se recentrant au fur et à mesure, en essayant même de se rapprocher aujourd'hui du camp républicain sur un certain nombre de grands sujets de société, etc. Et donc je pense que cette tactique-là est un peu trop grossière pour ne pas être vue des électeurs américains. Et surtout, je pense il a quand même malgré tout son passé d'extrême gauche, parce que pour un Américain, c'est quand même un type d'extrême gauche. Il était aussi à gauche que l'était McGovern, et donc il y a, je crois, des dossiers assez lourds qui se préparent à sortir sur ses amitiés, pas simplement avec le pasteur White, mais avec d'autres groupuscules qui risquent sans doute de le déstabiliser. Donc je persiste à dire à votre antenne, je parie McCain. Alors, c'est un pari, je ne sais pas combien... risqué, mais enfin bon. Mais en tout cas, si c'est pas lui, ce sera vraiment, je pense que ce sera ric-rac. Je ne crois pas à des grandes défaites, ni de l'un ni de l'autre. Moi non plus, et je pense effectivement que tout n'est pas encore dit, loin de là, et que nous allons vers une campagne passionnante, elle l'a d'ailleurs été jusqu'à présent, et je pense que les vrais problèmes sont posés, à la différence d'ailleurs de ce qui se passe souvent en France. Alors c'est le dernier point en quelques secondes. Vous savez quelle est la position que je défends régulièrement et avec une obstination que je qualifierais moi-même de digne d'éloge. Sur la liberté de la presse et sur le fait qu'on puisse enfin débattre. Bon, on retrouve dans votre bloc-notes, repris dans cet ouvrage, bien des appels à un véritable dialogue. J'ai quand même le sentiment que ça commence à bouger un petit peu. D'abord, le simple fait que vous soyez invité sur pratiquement toutes les antennes, c'est déjà un bon signe. Et puis, on entend des choses qu'on n'entendait pas il y a quelques mois. Donc, oui, là, ça a changé. Incontestablement, ça a changé. Et ça, c'est l'effet Sarkozy, malgré tout. Ça a commencé un peu avant, mais c'est vrai que des gens comme moi, qui donc représentent plutôt la pensée de droite, et jusqu'alors, on était banni. On était à la cave. Voilà. Et là, on nous ressort de la cave. On est d'ailleurs un peu aveuglé par les lumières. On est sommé de s'expliquer tout de suite en public, alors qu'on n'en a pas appris ces choses-là. Donc, on est un peu étourdi. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, j'en fais cette expérience. Je suis maintenant, c'est vrai, invité sur des radios, sur des télévisions, ce qui était inconcevable il y a encore un an ou un an et demi, quoi. Et encore, ne l'êtes-vous pas au titre de soutien exclusif de Sarkozy, comme certains, c'est encore mieux. C'est encore mieux, parce que vous dites les choses librement, quoi. Je dis les choses librement. J'espère qu'on me voit comme un esprit libre et que on ne me voit pas comme un soutien à quiconque. En tout cas, c'est pas comme ça que je me vois. C'est ce qui donne la crédibilité à votre parole, une parole qu'on peut retrouver dans cet ouvrage Où va la France, que je présente à nouveau à la caméra. Où va la France par Yvan Riofol, ce sont les chroniques
du bloc-notes qui a précédé l'élection présidentielle, un an tout juste, juin 2006 à juin 2007, que vous pouvez retrouver donc dans cet ouvrage publié par les éditions de Passy. Il me reste, cher Yvan, à vous remercier. Merci pour votre invitation. De nous avoir apporté vos lumières et de nous avoir apporté également un certain nombre d'éclairages que chacun n'avait peut-être pas encore en vue, mais qui vont nous aider dans les semaines et les mois qui viennent, car, je le dis et je le répète, nous allons avoir des événements difficiles en France et on aura besoin de gens lucides comme vous et courageux pour exprimer leur opinion, pour nous aider dans cette traversée difficile. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. Gardez courage, à bientôt et vive la France.